Bonjour à toutes et tous. Alors je ne vois pas et je pense qu'on peut commencer. Donc ravi de vous retrouver aujourd'hui, pour parler un peu plus, des appels à projets. Comment détecter les opportunités et y répondre efficacement. C'est suite à une série, on va dire, de d'autres appels à projets qui étaient sur le non dilutif et aussi sur les opportunités, pour les French Tech. Donc aujourd'hui, vraiment, on va creuser un peu les sujets des appels à projets et vous donner un petit peu je vais vous donner un petit peu les pratiques, à avoir, les petits réflexes à avoir. Donc je vais me présenter quand même brièvement. Moi, je m'appelle Constance. Je travaille chez, Troisier Financement au sein d'EPSA Innovation depuis un peu plus de 4 ans et nous, notre métier, on est un cabinet de conseil spécialisé dans les financements non dilutifs. Donc on accompagne des startups, dans leur recherche de financement, majoritairement de la subvention et de la dette, dans le but de, faire gagner du temps et le but du jeu, c'est donc de vous faire gagner du temps et dans un second temps, de positionner les bons dispositifs au bon moment en fonction de vos développements. Donc aujourd'hui, je vais vous rappeler un petit peu, peut-être une définition, pour, que ce soit bien clair. Dans le paysage des financements, on va avoir vraiment 2 grandes typologies de dispositifs. Vous allez retrouver tous les financements, auxquels vous pouvez postuler au fil de l'eau, qui ont des logiques de budget annuel. Donc vous allez pouvoir postuler par exemple à un prêt innovation R&D, auprès de BPIFrance, sur toute l'année jusqu'à épuisement des fonds et ce budget va être renouvelé, tous les ans. Généralement, c'est des thématiques plutôt généralistes qui sont financées, sur des thématiques d'innovation, incrémentale, ou de rupture. Tandis que l'appel à projet, on est vraiment dans une logique un peu plus ponctuelle, limitée dans le temps. Donc vous allez avoir, un appel à projet qui va s'ouvrir, des relèves, des dates de relève et une date de clôture. Et de la même manière, vous allez avoir un budget qui va être alloué sur ce dispositif et si vous avez plus de budget avant la clôture, par exemple, bah, l'appel à projet sera évidemment clôturé, en amont. Et ce qu'il faut savoir, la spécificité un peu des appels à projets, c'est que les thématiques sont un petit peu plus ciblées, un petit peu plus spécifiques et donc sont, évidemment un petit peu plus complexes, à obtenir. Et c'est un peu plus complexe parce qu'aussi les modalités sont, beaucoup plus intéressantes puisqu'il s'agit majoritairement de subventions et d'avances remboursables, c'est-à-dire, de prêts à taux zéro. Donc c'est des dispositifs qui sont quand même, très avantageux. Là, je vous donne un exemple où c'est un appel à projet de l'ADEME. Alors je ne sais pas si on voit toujours bien parce que et je vais vous rappeler aussi un peu une règle que vous avez dû voir dans les précédents webinaires, mais qui est hyper importante à garder en tête, c'est la règle des fonds propres. Et donc, toujours garder en tête que le financeur va vous octroyer 1 € d'aide pour 1 € de fonds propres. Donc, ça peut être soit des reports à nouveau positifs historiques, des bénéfices, de l'injection en compte courant d'associés, des levées de fonds. Mais dans tous les cas, le financeur va toujours intervenir en cofinancement avec vous pour mitiger le risque. Il ne prendra jamais 100% du risque pour vous. Donc, toujours garder cette règle en tête qui doit être un peu le premier réflexe à avoir. Donc, pour détecter les opportunités, vous avez plusieurs acteurs qui vont proposer des appels à projets. Dans un premier temps, vous avez France 2030 qui a également été abordé dans un webinaire précédemment, mais je vais quand même vous rappeler donc, le plan d'investissement qui est lié un peu à la stratégie gouvernementale, donc pour transformer l'économie de la France sur des sujets de souveraineté. Et donc, France 2030, vous avez 4 opérateurs principaux qui vont s'occuper de ces budgets et donc diffuser les différents appels à projets. Donc, on va retrouver BPIFrance qui va être l'opérateur, on va dire, le plus central de France 2030 sur les sujets d'innovation, de deep tech et aussi d'industrie. Ensuite, l'ANR qui est un petit peu plus spécifique puisque c'est quasiment exclusivement sur le champ de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, on va s'adresser davantage au monde de la recherche. L'ADEME qui va couvrir les sujets de transition énergétique, écologique, environnementale et globalement toute la partie décarbonation. Et enfin, la Banque des territoires, aussi connue sous le nom de la Caisse des dépôts, qui va couvrir davantage les projets ancrés au niveau territorial, ou sur des divers sujets complémentaires comme la formation par exemple. Et donc ces 4 acteurs-là, ils vont vraiment fonctionner de manière complémentaire pour diffuser les appels à projets, donc les publier sur leur site et les instruire.
Il n'y a malheureusement pas d'outil qui va vous centraliser l'ensemble des appels à projets en cours. Donc, moi, ce que je recommande souvent, c'est soit d'aller directement sur les sites de ces financeurs, où vous tapez BPI France appel à projet en cours, par exemple, l'ADEME. Vous avez aussi des sites qui sont dédiés, que je pourrais vous écrire dans le chat d'ailleurs à la fin. Mais vous n'avez aucun outil qui va vraiment tout centraliser, les opportunités de financement au niveau national, régional ou européen. Donc aussi, ça fait partie de notre métier de faire une veille pour identifier les dispositifs actuels auxquels vous pourriez prétendre. Au-delà de France 2030, du coup, qui est plutôt une logique nationale, on va retrouver aussi tous les territoires, donc les régions, dans lesquelles vous pouvez avoir tous les appels à projets issus de là où, enfin, en fonction de votre localisation, de votre siège social ou de vos établissements secondaires. Et là, chaque région va avoir ses priorités stratégiques en fonction des politiques régionales. Donc, ça peut être soit un focus sur l'environnement, ou bien l'innovation, ou l'économie, etc. Généralement, donc, vous avez des appels à projets proposés uniquement par les régions. Et puis après, vous avez aussi des dispositifs qui vont être cofinancés par l'État. France 2030, par exemple, en région, ou ça peut être aussi l'Europe. Par exemple, la Commission européenne vient allouer certains budgets pour les régions de l'Union européenne pour pallier les inégalités au sein des régions, enfin, entre les régions européennes. Donc vous allez aussi avoir par exemple le FEDER et le FEADER qui sont des budgets européens mais dont les régions s'occupent. De la même manière que pour France 2030, ces dispositifs-là, vous allez les retrouver directement en région en fonction de là où vous êtes établi, donc votre siège social. Ça peut être aussi un établissement secondaire, mais ce qui va primer n'est pas forcément le lieu de votre établissement secondaire ou de votre siège social, mais plutôt le rayonnement de vos activités. Donc les financeurs, ils vont vraiment s'intéresser à où est-ce que l'activité rayonne en termes de retombées sociales et économiques. Donc ça va être hyper important, grosso modo, c'est là où vous recrutez des gens, et là où vous allez rayonner au niveau de l'activité. Si votre siège social est en Île-de-France, mais que vous avez une usine en région Aura, eh bien, vous allez vous rapprocher plutôt de la région Aura et retrouver du coup les appels à projets sur les sites des régions. Sachant que c'est assez hétérogène au niveau de l'information. Le site de la région Île-de-France, par exemple, est très bien organisé et c'est assez clair au niveau des appels à projets. D'autres sites de région ne sont pas aussi bien étoffés. Mais du coup, n'hésitez pas aussi à les contacter directement. C'est important d'avoir des bonnes relations avec les localités. Donc ça, c'est pour au niveau des détections des opportunités, France 2030, les territoires et les sites en généraux, donc au niveau national et régional. Maintenant, vous avez votre projet, donc vous avez trouvé un appel à projet et vous vérifiez, vous voulez répondre efficacement à un appel à projet et donc vous voulez vérifier d'abord dans un premier temps s'il est éligible. Le cahier des charges est un livrable indispensable à retrouver sur le site de l'appel à projet que vous avez identifié. Et c'est un support qui contient toutes les informations possibles pour vérifier si votre projet est éligible. Du coup, vous allez retrouver généralement un résumé un peu si c'est France 2030 par exemple, un résumé des objectifs de France 2030. Et puis derrière, on va retrouver toutes les informations importantes avec les dates de relève, si c'est un projet monopartenaire ou un consortium qui est attendu, si vous allez plutôt bénéficier de subventions ou de subventions et d'avances remboursables, le taux d'intervention du financeur, puisqu'il n'intervient pas à 100% encore une fois, donc si c'est plutôt 45%, 50%, et ensuite toute la partie typologie des projets attendus. Donc vous allez avoir des axes qui sont ciblés, ça peut être du développement R&D avec du développement de briques technologiques par exemple, ou bien si c'est plutôt du CAPEX, de l'industriel. Et donc ces thématiques-là vont vous permettre aussi de vous y retrouver, de vous dire ah, mon projet il rentre quand même dedans ou pas du tout. Et vous allez avoir également des informations importantes sur les dépenses éligibles. Donc vous, en fonction de votre projet que vous avez budgétisé, est-ce que c'est plutôt du financement de masse salariale ou bien de la sous-traitance, des études, du CAPEX, de l'amortissement, etc. Ainsi que le montant de l'aide. C'est-à-dire, est-ce que mon projet, le montant minimum de l'aide, par exemple, je ne sais pas si vous avez, on vous demande d'avoir minimum 300 000 euros de dépenses. Si votre projet est beaucoup moins dimensionné pour ça et que vous n'avez pas assez de dépenses, bah, vous n'allez pas postuler, par exemple. Je vais vous donner quand même un cas un petit peu plus concret avec un exemple de cahier des charges. IBAC, donc c'est développement de briques technologiques et services par des PME pour la décarbonation de l'industrie. En regardant dans le cahier des charges, donc vous retrouvez directement les thématiques et les axes. Donc vous, si par exemple vous développez un projet de récupération de chaleur fatale, vous savez que vous rentrez déjà dans l'axe
efficacité énergétique au niveau de la thématique. Après, en creusant le cahier des charges, les projets acceptés doivent présenter à partir de entre 300 000 euros et 1,5 million de dépenses. Donc, en fonction, encore une fois, du dimensionnement de votre projet, vous pouvez savoir si vous êtes dans les clous ou si vous êtes un petit peu juste, par exemple, si vous avez seulement 200 000 euros de dépenses sur les 24 prochains mois. Les projets attendus, là, sont en monopartenaire. Donc, ça peut être intéressant d'avoir des partenaires avec qui vous travaillez au niveau de votre territoire, mais ce n'est pas nécessaire de présenter un projet en consortium. Et enfin, la nature de l'aide, c'est de la subvention et de l'avance remboursable. Une information aussi qui est importante, c'est toute la partie relève et clôture pour bien anticiper. Là, la prochaine, par exemple, est en février 2026. Donc là, vous avez le temps, par exemple, de monter le dossier. Mais c'est important d'anticiper en amont pour voir à peu près à quelle relève vous allez postuler. Pour répondre efficacement à un appel à projet, il y a un sujet qui est évidemment clé. Donc, c'est l'anticipation par rapport aux relèves. Quand est-ce que je vais déposer mon dossier? Est-ce que j'ai le temps de le monter? Et est-ce qu'il y a une relève derrière à laquelle je pourrais postuler? En pratique, on va quand même privilégier les premières relèves parce que c'est là où vous allez avoir le plus de budget. Comme je l'ai dit précédemment, il arrive parfois qu'on postule à des appels à projets, par exemple à l'avant-dernière relève, et qu'en fait le financeur nous dise qu'il n'y a plus de budget, mais ce n'est pas forcément marqué sur les sites. Donc le plus tôt, le mieux. Ensuite, vous allez avoir quand même un dossier assez lourd à présenter, donc ça va quand même vous prendre un petit peu de temps, et il faut aussi penser au fait que l'instruction va prendre aussi beaucoup de temps. Vous avez généralement un pré-dépôt, là en tout cas c'est pour un exemple concret avec l'ADEME, ce qui n'est pas forcément le cas de BPI France. Donc vous avez un pré-dépôt avec une annexe assez conséquente en PowerPoint, après une instruction et tous les autres éléments demandés pour le dépôt complet. Donc ça déjà, ça va vous prendre environ 2 mois. S'ensuit l'instruction du dossier, avec un oral au milieu. Et donc, on est vite rendu à 8-10 mois pour recevoir la première tranche ou le premier versement de financement. Et donc, il faut évidemment anticiper aussi en fonction de votre trésorerie, de vos éventuelles levées de fonds, et ne pas se rendre compte au moment du dépôt du dossier qu'il vous reste 200 000 euros de trésorerie pour un projet que vous présentez à plus d'1 million de dépenses, par exemple. Parce que le temps que vous receviez les fonds, le financeur risque de conditionner en fait la réception de ces fonds à des fonds propres, puisqu'il est demandé d'avoir 1 euro de fonds propres pour 1 euro de dispositif. Donc ça, c'est quelque chose aussi à garder en tête. Et ensuite, ça, c'est pour vous présenter un petit peu les appels à projets à venir. Donc là, j'ai priorisé un petit peu, il en existe évidemment beaucoup plus, mais j'ai voulu faire un petit focus un peu sur les plus connus, les plus généralistes et qui vont arriver assez vite en début d'année 2026. On retrouve l'iLab qui généralement est renouvelé tous les ans, qui est un concours d'innovation qui est renouvelé tous les ans et qui concerne vraiment des projets plutôt de création en sortie de laboratoire à des TRL très jeunes de 1 à 4, plutôt autour de la faisabilité. Généralement pour des sociétés donc, qui viennent d'être créées ou qui ont moins de 2 ans ou moins de 3 ans si vous avez obtenu la bourse French Tech Émergence. Les thématiques sont assez larges au niveau des secteurs d'activité, mais en revanche, il est demandé d'être deep tech. Donc, il est demandé quand même un potentiel de rupture technologique assez élevé. Et l'avantage de ce dispositif, c'est que vous avez des projets jusqu'à 1 million d'euros de dépenses et que c'est exclusivement de la subvention. Donc, vous pouvez obtenir, si vous êtes premier lauréat, jusqu'à 600 000 euros de subvention, ce qui est hyper intéressant, surtout en création d'entreprise, quand vous avez besoin de beaucoup de financement pour développer vos premières briques technologiques. Donc là, les deadlines, les échéances généralement sont autour de février-mars chaque année, avec les tergiversations gouvernementales et un peu les retards sur le vote du budget. BPI France, enfin nous, nous n'avons pas encore totalement la visibilité à ce niveau-là. Donc, c'est une estimation un peu février-mars parce que généralement, ça ouvre à ce moment-là. Et ensuite, il y a un appel à projet qui est très intéressant, qui est sorti en septembre, qui s'appelle Des pionniers de l'intelligence artificielle, donc qui va couvrir quand même un secteur assez vaste, l'intelligence artificielle. Et le but, c'est de financer, donc d'identifier les boîtes qui vont contribuer à la souveraineté de la France et de l'Europe dans un temps 2
Donc il y a encore à nouveau un potentiel de rupture technologique assez élevé. Et les thématiques là sont un petit peu moins larges puisqu'ils vont prioriser la conception, la production industrielle, la santé, la transition écologique et la sécurité. Ça laisse quand même un large choix de secteurs, mais ils vont prioriser en tout cas ces secteurs-là. Donc ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas éligible si vous ne rentrez pas dans ce secteur-là, mais c'est juste qu'ils vont prioriser ces projets-là. Ce qui est intéressant et assez atypique dans cet appel à projet-là, c'est qu'en fait, vous pouvez postuler en monopartenaire en consortium, là, rien de très nouveau, mais le parcours s'inscrit en 3 phases successives couvrant les TRL 1 à 9. Donc en fait, le but, c'est de soutenir des projets sur 3-4 années, très ambitieux, sur l'intelligence artificielle, sur des secteurs spécifiques avec des cas d'application spécifiques. Mais le but, c'est vraiment de financer le TRL 1 à 9, ce qui est assez rare. Et donc, vous intégrez l'appel à projet à la phase 1 à un TRL assez bas donc pour financer la faisabilité. Ça va jusqu'à 200 000 euros de subvention. Et puis après, vous pouvez, ça peut vous ouvrir les phases 2 et 3 auxquelles vous devrez déposer un dossier à nouveau. Mais en gros, à partir du moment où vous entrez dans la phase 1, vous avez quand même assez de chances de poursuivre. Et les financements sont très intéressants puisqu'à la phase 3, vous pouvez avoir jusqu'à 8 millions de financement. Et c'est à nouveau une forte part de subvention et une part de prêt à taux zéro. Nous venons de passer la première phase, le relève, qui était le 5 novembre dernier. Et la suivante, c'est en mars 2026 pour postuler à la phase 1. Donc, c'est pour des projets vraiment où vous allez présenter un programme sur de la faisabilité, sur le financement de la faisabilité. Donc voilà, ça, c'est vraiment les 2 dispositifs qui sont un peu le plus en vogue en ce moment, en tout cas sur des sujets un peu généralistes. Après, vous avez évidemment plein d'autres dispositifs, donc n'hésitez pas aussi à regarder directement sur les sites ou même à poser des questions, même directement aujourd'hui, là maintenant, dans le chat. Et, sachant que voilà, si vous avez aussi des besoins spécifiques pour vos boîtes, n'hésitez pas. Hop, alors, je vais me connecter. Je vais arrêter de partager. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Il y a une main levée, mais je crois qu'en fait, je peux pas vous interroger. Est-ce que Emma, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Tu as une question d'Héloïse pour l'ILAB. L'appel ouvre en général quand? L'appel ouvre du coup généralement en février-mars de chaque année. Et là, encore une fois, on n'a pas encore la visibilité sur les budgets 2026, donc on n'a pas trop de date précise. Mais en tout cas, c'est bien d'anticiper maintenant pour février-mars. Et j'ai une autre question. Y a-t-il des dispositifs spécifiques pour les entreprises à la croisée de l'ESS et la tech? Ouais, bien sûr. Alors, je ne vais pas tous les énumérer là. Moi, c'est vrai que je me suis pas trop, enfin, je l'ai pas trop présenté ce que je faisais exactement, mais je suis en charge du coup de un peu de tous les appels à projets, innovation slash impact. Donc, il y a aussi beaucoup la partie de l'ESS. Vous pouvez directement, alors ça dépend de votre secteur d'activité. Du coup, si c'est plutôt décarbonation, transition écologique, l'ADEME va pouvoir vous proposer des choses assez intéressantes. Et après, vous avez tous les financeurs de France Active. Si vous êtes dans l'ESS, labellisé ESUS par exemple, ça peut être intéressant de se rapprocher de PIE à Paris, France Active au global dans la France, la Banque des Territoires également. Vous avez pas mal de financeurs en fait au niveau régional aussi qui peuvent, euh, qui peuvent vous accompagner. Et là, si j'ai pas le secteur d'activité, c'est un petit peu compliqué de vous orienter. Mais en tout cas, ces acteurs-là sont, sont spécialisés. Enfin, le spécialiste de l'ESS en France, c'est France Active. Le secteur, visiblement, ce serait celui du numérique. OK. Ce qui est très large, du coup. Bah, c'est les mêmes acteurs, honnêtement. Enfin,
Moi, si j'ai pas un minimum de détails aussi sur l'application, enfin, quel est votre cas d'usage? Est-ce que c'est pour de l'insertion? Est-ce que, en fonction du, en fait, du type du type de public visé, je peux aussi vous orienter plus ou moins. Et après, il y a quelque chose qui est intéressant. Par exemple, si c'est dans l'insertion, ça peut être le Fonds social européen, donc le FSE au niveau régional. Si c'est d'autres secteurs d'application, ça peut être un InnovUp en Île-de-France. Enfin, il y a pas mal de dispositifs en tout cas qui couvrent le numérique et l'impact. Ok, merci. Et est-ce qu'il existe des bourses qu'on peut cumuler à ces projets? Là, c'est une autre question d'une autre personne. Je pense que c'était les projets que tu présentais lors du webinaire. En gros, si on peut postuler à plusieurs bourses en même temps. Je pense oui, Je vais parce répondre. qu'on parle de cumul, donc je pense que oui, ce serait cumuler plusieurs Ok, bourses, en effet. on peut totalement cumuler plusieurs bourses. La seule règle en fait qui va primer, c'est qu'il ne faut pas présenter les mêmes dépenses. Donc en fait, si vous avez suffisamment de projets à financer, que vous arrivez à bien segmenter et qu'il y a une logique cohérente, on va dire, vous pouvez totalement présenter, je ne sais pas, un projet qui va être plus, par exemple, en laboratoire et plus un projet sur un développement IA lié à votre solution. Du coup, ça vous fait deux projets. Vous pouvez très bien en déposer un pour l'iLab, par exemple, et un autre pour au pionnier de l'IA ou un InnovUp ou n'importe quel autre dispositif. Le tout, c'est de séparer les dépenses parce que les financeurs ne vont pas financer plusieurs fois les mêmes dépenses. Surtout qu'en plus, si c'est de la subvention, vous allez devoir justifier derrière parce que c'est des versements qui sont en plusieurs tranches. Et donc, si les financeurs se rendent compte que vous avez doublement financé, ça peut vous mettre en porte-à-faux. Ok, j'ai une autre remarque. Vous pouvez, pour la règle 1 euro de financer pour 1 euro de fonds propres, est-ce que les fonds propres peuvent contenir de précédents financements publics? Non, alors dans les fonds propres, du coup, on va vraiment retrouver tout ce qui est en haut de bilan, c'est-à-dire vous avez la levée de fonds, les comptes courants d'associés, donc ça peut être les prêts d'honneur quand même, les injections, toutes les injections en compte courant d'associés, vos bénéfices historiques, mais malheureusement, enfin, en tout cas, l'endettement va être pris en compte aussi. Donc, historiquement, si vous êtes beaucoup endetté et plus que vos fonds propres, bah forcément, les financeurs vont se dire que la structure financière n'est pas assez solide. Et à l'inverse, en fait, si vous avez de la subvention d'exploitation, ça va venir gonfler un peu votre résultat net. Donc, ça peut contribuer, si ce résultat net est positif, à gonfler un peu vos fonds propres. Mais ne comptez pas, en tout cas, sur les financements publics. Si vous avez obtenu, je ne sais pas, 300 000 euros d'AILA, par exemple, c'est pas considéré directement comme des. Enfin, c'est pas considéré comme des capitaux propres. Donc là, on parle vraiment de levée de fonds et de ce que vous avez de capital social, ce que vous avez injecté à la création, ou ce qui vient se rajouter via des dispositifs type les prêts d'honneur ou des obligations convertibles, par exemple. Ok, très bien. J'ai une autre question aussi. Peut-on financer les mêmes actions pour un appel à projet avec une subvention française et une subvention européenne? Bah, la logique reste la même. Généralement, on ne finance pas deux fois la même chose. Donc non, il faut séparer plusieurs projets. Après, si vous postulez, par exemple, au niveau européen, enfin, si vous déposez, on va dire, un dossier plutôt avant en France et que ça marche pas, vous pouvez sans souci déposer le même dossier au niveau européen. Mais déposer le même dossier en même temps au même financeur, en fait, c'est juste que si vous prenez le risque qu'ils vous refusent tous les deux parce que vous allez déposer Il faut juste vérifier que ça communique pas. Mais moi, je ne prendrais pas forcément le risque parce que ça marche pas souvent. Hmm. Et pour l'ILAB et d'autres projets, comment on peut protéger et garantir la confidentialité de notre projet au jury? C'est-à-dire, comment vous garantissez que. Je pense, de ce que je comprends en tout cas, c'est comment, si je partage mon projet dans un dispositif comme l'iLab ou autre, comment je suis certaine que mon projet reste confidentiel lorsqu'il sera soumis au jury. Ok, comment vous pouvez être sûr que le jury ne va pas utiliser les informations C'est ça. Ok. Ou en tout cas Bah, qu'il ne sera pas diffusé ailleurs. parce qu'ils sont tenus au secret professionnel et que surtout vous allez signer plein de clauses de confidentialité. Donc il n'y a pas Très de clair. sujet. Mais écoute, je pense qu'on a à peu près fait le tour des questions.
Si jamais vous avez des questions qui arrivent après ou qui sont très spécifiques à vos projets, n'hésitez pas à les poser à Emma et moi je prendrai évidemment le temps, si besoin, par mail ou de vous faire un petit listing rapide sur les dispositifs auxquels vous pouvez prétendre, par exemple. Ouais, je pense qu'il y en a vraiment beaucoup là de questions. Je vois une question de Dina. Auriez-vous une méthode ou une méthodologie de rédaction des candidatures ou des critères pour augmenter ses chances? Bah, c'est notre métier. Mais non, ce qui est important surtout, je pense que c'est vraiment le point le plus important, c'est de structurer un projet cohérent, ne pas partir dans tous les sens. Et donc en amont, ça demande de votre côté de bien budgéter, d'allouer les bonnes personnes et surtout de prioriser par rapport à tout ce que vous avez à faire. Donc vous prenez évidemment le projet qui est un peu le plus sexy, si je puis dire, et qui rentre le plus dans l'appel à projet en fonction des axes, en fonction du cahier des charges en fait, et de ce qui va être ciblé. Après, pour la rédaction en tant que telle, bah, c'est la complétude du dossier qui va primer. Mais je pense que c'est le plus important, c'est tout ce qui va être roadmap technique, l'autre développement. Et d'un autre côté, au niveau de la partie financière, je dirais un prévisionnel cohérent, plutôt conservateur. Là, vous n'êtes pas en train de vendre un projet à des VC pour une levée de fonds. Donc, il faut faut être incitatif. Donc, il faut montrer que vous avez besoin des financeurs et qu'en même temps, ça va tenir la route. À chaque fois, c'est en juste milieu dans tous les cas. Mais après, précisément, euh, bah, nous, en fait, c'est notre métier aussi d'adapter. Du coup, il faut adapter un peu les dossiers aussi en fonction des financeurs auxquels on va s'adresser. C'est-à-dire qu'au niveau européen, vous allez plus mettre en avant la souveraineté européenne et que votre boîte, elle est déjà fleuron au niveau national. Si c'est au niveau régional, vous allez plutôt orienter un discours sur le rayonnement que vous allez apporter à la région et la création d'emplois. Si c'est national, enfin, etc., etc. Donc c'est plutôt une adaptation aussi en fonction des financeurs. Mais je dirais la complétude du dossier, choisissez un beau dossier, un bon programme cohérent et choisissez celui qui a le plus de chances euh, si vous avez plusieurs projets, celui qui a le plus de chances de succès. Et vu le temps, je prends une dernière question. Combien de fois on peut aller chercher l'iLab si on ne l'a pas eu pour la première fois? Il me semble que c'est, il me semble que c'est 3 fois. Je sais pas si, en fait non, il me semble que en fait vous pouvez le chercher autant de fois que vous voulez, mais à partir du moment où vous dépassez les 2 ans, ou les 3 ans pour celles et ceux qui sont lauréats de la bourse French Tech Émergence, il me semble que vous pouvez postuler. Nous, on a beaucoup de boîtes, on a accompagné beaucoup de boîtes qui l'ont pas eu la première année à laquelle ils ont postulé et qui l'ont eu l'année suivante parce que les jurys ont dit, par exemple, que le projet n'était pas assez mature à l'époque, mais qu'en fait, l'année d'après, ils l'avaient eu. Donc, en fait, potentiellement, vous pouvez maximum postuler 3 fois, 3 ans enfin, 3 fois de suite, pardon, si vous avez eu la BFTE. Mais du coup, à partir du moment où vous avez dépassé les 3 ans, je pense que c'est plus possible de postuler. Eh ben, écoute, je pense qu'on est pas mal au niveau Super. du timing, au niveau des questions. Comme disait Constance, vous pouvez de toute façon nous contacter après ce webinaire sans souci directement sur le site. Je le répète si jamais ça n'a pas été dit, mais le replay sera disponible sur notre site également avec la présentation. Donc n'hésitez pas à vous y rendre pour télécharger la présentation d'aujourd'hui et visionner de nouveau le replay au besoin. Super. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, merci à toutes et tous. Un grand merci Constance pour ta présentation. Merci à vous. Dernier épisode le 27 novembre. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre à nouveau sur le 5e et dernier sujet organisé avec EPSA Innovation et les capitales French Tech. On vous souhaite une belle journée, un bel appétit et à très bientôt. Bonne journée, au revoir.